Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode avec le docteur Boumendil. Vous commencez à le connaître maintenant. J'espère que vous appréciez ses apports au niveau médical et puis sa connaissance très approfondie des addictions alimentaires. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler de quelque chose qui peut déstabiliser beaucoup de personnes. C'est cette addiction au sucre. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, beaucoup de choses qui sont véhiculées à droite, à gauche. Tout le monde connaît tout sur tout. Mais j'aimerais bien aujourd'hui avoir votre avis, docteur, sur ça veut dire quoi l'addiction au sucre? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle n'existe pas? Est-ce qu'on peut en guérir? Quelle est votre première approche sur cette question? Bonjour. L'addiction au sucre. Alors, est-ce que le sucre est addictif? Ça, c'est une question qu'il faut poser aux enfants quand ils sortent du supermarché où ils ont acheté des bonbons et savoir si on peut s'arrêter de manger des fraises facilement. Les fraises Tagada. On n'a pas le droit de dire les marques. Oh, pardon. Trop tard. Et donc, c'est un vaste sujet. Faut-il, peut-on, doit-on arrêter le sucre? Alors, il y a beaucoup de croyances qui sont à développer à ce niveau-là. Disons que le sucre est quelque chose qui engage à être mangé répétitivement, surtout quand on a une vulnérabilité et quand on est un peu compulsif vis-à-vis de cette substance-là, disons. Certaines personnes l'aiment plus que d'autres. Il y a des gens qui arrivent à manger un carré de chocolat chaque jour, et puis il y a des gens qui ne peuvent pas s'arrêter avant la fin de la tablette, voire avant la fin de la suivante. Et c'est à ce niveau-là qu'on fait les diagnostics de troubles de conduite alimentaire, ou de troubles du comportement alimentaire, ou d'addiction, avec des niveaux de gravité qui peuvent être différents. Et il est difficile d'arrêter le sucre, mais ça n'est pas impossible. Il y a aussi le facteur mode actuellement qui consiste à arrêter le sucre, et c'est quelque chose qui est peut-être pas encouragé chez tout le monde, dans la mesure où un arrêt de tous les sucres provoque un déséquilibre alimentaire qui peut être notoire et puis qui peut conduire aussi à des carences alimentaires. Donc c'est quelque chose à bien considérer et à pas pratiquer de manière intempestive quand on ne souffre pas d'une pathologie qui est liée à l'excès de sucre ou à une alimentation complètement déséquilibrée. Alors là, je suis un peu perdue. Est-ce que vous pouvez nous repréciser, c'est quoi la définition du sucre? C'est quels aliments plutôt? Parce que y a des personnes qui croient que le pain, la pomme de terre, tout ça, c'est pas vraiment des sucres. Ils pensent que le sucre, c'est le sucre pur, je dirais dans le miel, la confiture, les gâteaux, mais c'est un peu flou comme concept, le sucre. Alors, le sucre, il serait plus correct de parler d'hydrates de carbone ou de glucides. Il y a deux types de sucres. Il y a les sucres qu'on dit lents et les sucres rapides. En général, pour faire une distinction très schématique, des sucres qui sont assimilés assez lentement et qui finissent par se transformer en sucre dans l'organisme, au rang duquel tous les produits dérivés des farines, de l'amidon, qui peuvent être contenus également dans certains légumes comme la patate, certains féculents comme les haricots. Et puis il y a les sucres rapides qui sont de la famille des glucides, et le glucose en particulier, qui est le sucre pur, qui est le sucre qu'on trouve dans les bonbons, qu'on trouve dans les produits directement sucrés, et que parfois même on trouve dans certaines conserves, comme des conserves de légumes, où on utilise le sucre comme exhausteur de goût pour remonter le goût de certains autres aliments. Ah oui, parce que moi j'en ai vu sur des boîtes de conserve de choux de Bruxelles. J'ai été la première étonnée
voir qu'il avait du sucre dans les choux de Bruxelles. Mais je comprends l'idée de l'exhausteur de goût. Vous pouvez préciser ce terme, exhausteur de goût? En fait, dès qu'on met du sucre dans un aliment, en fait, ça remonte à la perception du goût salé, un peu comme dans une sauce sucrée-salée, où on va percevoir s'il y a un peu de sel dans une sauce, et puis si on rajoute un peu de sucre, ça va démarquer le goût du sel, et donc ça permet de remonter le goût d'autres aliments de manière un peu artificielle, et c'est quelque chose qui est assez utilisé dans l'industrie agroalimentaire pour des aliments qui n'ont pas spontanément beaucoup de goût, dont on veut remonter le goût, dont on veut trancher le goût par rapport à d'autres aliments avec lesquels on les mélange dans les repas conditionnés, pré-préparés, dans la processed food. C'est les aliments qui sont traités de façon industrielle, toute l'alimentation traitée de manière industrielle, et puis dans les plats cuisinés, les plats préparés, on se sert du sucre pour remonter le goût d'un certain nombre de produits qu'on introduit dans ces plats qui sont préparés de façon industrielle. J'ai entendu quelque chose cette semaine avec d'autres spécialistes des troubles du comportement alimentaire avec lesquels je suis en contact. Quelqu'un qui a dit l'expression que les produits transformés, c'était comme si ils étaient dévitalisés de leurs nutriments vitaux. Est-ce que ça... J'ai trouvé l'image assez belle. Ce sont des aliments mais qui sont dévitalisés de leur apport en protéines ou en vitamines, peu importe. Est-ce que c'est ça? Les produits frais contiennent plus d'éléments minéraux, plus de vitamines et plus de bonnes choses que les produits non frais ou conditionnés en conserve. Du moment qu'on traite quelque chose. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'agroalimentaire, on a une considération extrême et une réglementation extrême vis-à-vis de tous les produits de consommation qui sont vendus à des fins d'alimentation. Cependant, c'est une fabrique industrielle. Ben oui. Donc c'est comme, pour prendre un exemple un peu écœurant, quand les cargaisons en tonnes de piments arrivent et qu'elles sont contaminées par des insectes, on broie, on restérilise, on refait du piment en poudre à la norme bactériologique. Il y a toujours une façon industrielle de traiter les choses pour qu'elles conviennent à la norme et à la réglementation, mais au détriment de ce que contiennent les produits frais, qui peuvent aussi des fois être contaminés de diverses manières. Mais bon, c'est pas une condamnation des aliments industriels de toutes sortes, mais il faut quand même un peu regarder la qualité de ce qu'on mange, et en étant conscient que le fait de consommer des aliments industriels, de la processed food, c'est manger moins de vitamines, moins de minéraux et moins de produits avec des valeurs énergétiques satisfaisantes. Et souvent avec des valeurs énergétiques qui sont surgonflées par l'ajout de produits et de produits artificiels et de produits naturels qui ne sont faits que pour gonfler la valeur énergétique. Oui, je reviens à cette idée d'hydrate de carbone et des enfants. Moi, je constate de plus en plus que les enfants se nourrissent, j'allais dire, presque exclusivement de sucre et de produits transformés. Je suis pas très loin de la vérité, je pense, vu tous les enfants que je côtoie et dans tous les milieux. Alors si tant est que la prévention du surpoids et de l'obésité consiste à éviter le pire, c'est-à-dire à éviter l'installation de maladies et de comorbidités, comme nous disions la dernière fois, diabète, hypertension, arthrose. C'est entre 25 et 35 ans qu'on a le plus fort taux d'attaque de l'obésité, et en particulier
dans les milieux défavorisés, parce que les troubles du comportement alimentaire se sont installés très tôt et Oui. que dans les milieux défavorisés, la fonction calmante du sucre, la fonction apaisante d'une alimentation plus sucrée, fast-food en tête de gondole, Oui. expose particulièrement les milieux défavorisés à ce type de comportement et à ce type de déviance alimentaire. Oui, et qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux parents qui nous écoutent, aux éducateurs, aux enseignants, à l'entourage par rapport à cette épidémie du sucre un petit peu partout? Qu'est-ce qu'on peut conseiller pour aider? C'est de nouveau, moi je pense, une approche globale qui est à conseiller, parce qu'on ne peut pas conseiller à des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent ou qui vivent dans des milieux défavorisés, d'aller dans les marchés et de faire leurs courses en achetant que du frais, parce que généralement le frais coûte cher. C'est vrai. Le frais coûte cher et s'alimenter correctement aujourd'hui, c'est devenu un vrai challenge. Par contre, il y a des mesures qui paraissent très rationnelles, comme l'activité physique, comme le fait d'éviter les confiseries à outrance et d'éviter d'avoir une réponse à tout problème. La réponse, c'est le sucre. Oui. Et il y a aussi le après, problème. c'est des remarques de bon sens. C'est des remarques de bon sens. Et ce qu'on peut conseiller aussi, c'est d'éviter une alimentation répétitive, peu chère, qui est une alimentation de substitution, qui consiste à manger des choses qui remplissent, qui sont pas chères et qui font énormément grossir, et en particulier les enfants, et que souvent c'est une réponse qui est donnée par des familles, parce que c'est plus pratique, parce que c'est moins cher, et parce que ça permet à tout le monde d'y trouver son compte. Mais en fin de compte, c'est la maladie qui y trouve son compte, et c'est les conséquences de ces maladies qu'on a à déplorer, je répète, entre 25 et 35 ans, et en particulier dans les milieux les plus défavorisés, c'est-à-dire les milieux qui auront le plus de mal à accéder ensuite à des soins pour les maladies qui seront liées aux conséquences de l'obésité. Alors, je suis tout à fait votre raisonnement. Je me permets d'en rajouter un autre que j'observe de plus en plus. C'est un petit peu dans les familles, justement, au contraire, qui sont très aisées et qui achètent le meilleur, c'est-à-dire le plus cher parce qu'elles ont les moyens. Elles mettent les enfants devant leur console la plus chère. Moi, je ne connais pas les marques, je ne vais pas les dire. Et l'enfant est entouré de que ce qu'il aime. Il choisit ce qu'il veut manger, ce qu'il va aimer de ces vidéos et de ne pas faire du sport. Donc c'est aussi un autre problème pour les gens aisés qui, je pense aux parents par exemple, qui veulent faire plaisir à leurs enfants parce qu'ils en ont les moyens. Mais c'est peut-être tout aussi dramatique. Il faut réagir par le bon sens. Pour quiconque a participé à un apéritif dans sa vie, il sait qu'il est difficile de manger 2 chips. En général, quand il y a une coupelle avec des chips, on en mange une, on mange 2, puis voilà. Donc c'est difficile de ne pas prendre de poids quand tous les jours on est installé à côté d'un paquet de chips avec un jeu vidéo. Parce que les paquets de chips sont pas chers, et puis que finalement, quand on a mangé un paquet de chips, on saute le repas derrière. Et c'est comme ça qu'interviennent les dérèglements des conduites alimentaires dès le très jeune âge. Et c'est souvent ce qu'on voit. Et à ce type de comportements, qui sont des comportements globaux, on ne peut que répondre par le bon sens, en essayant d'encourager un nombre de repas réguliers dans la journée, à encourager l'absence de grignotage,
à encourager aussi. Alors à une époque, on a encouragé le goûter en disant c'est bien d'avoir un goûter parce que l'intervalle entre midi et le soir 8h, c'est trop long, surtout sous nos latitudes où on ne prend pas le dîner comme en Angleterre à 5h de l'après-midi. Et donc on rajoutait un goûter, mais le goûter s'est transformé en des rouleaux sucrés. Et faire du sucrage, il faut bien, quand on remonte à la physiologie, savoir que le sucrage déclenche des pics d'insuline, c'est-à-dire que le pancréas sécrète de l'insuline et que ces pics d'insuline donnent faim et que ces sensations de faim appellent à remanger et de manière compulsive, et donc que c'est un petit peu la genèse des troubles des conduites alimentaires, les sucrages intempestifs. Oui. Donc, et là, je me permets de donner un exemple par rapport à ma profession quand j'étais enseignante, où les enfants venaient avec un goûter il y a 30 ans, ils venaient avec un biscuit, un fruit, et à la fin de ma carrière, ils arrivaient avec le paquet entier, et chaque enfant avait son paquet entier de ces biscuits ou de ces sucreries, voire des chips, rien n'était interdit. Et on se retrouvait comme ça avec une quinzaine d'enfants qui restaient pour le goûter puis pour l'étude, avec 15 paquets de gâteaux. C'était pas... Ça ne choquait personne. Et quand vous parlez du bon sens, je crois qu'on l'a perdu. Oui, mais revenir aussi au fait que c'est ce qu'on disait dans une émission précédente, que c'est aussi des problèmes médicaux et que sur cet ensemble d'enfants et des 15 paquets de gâteaux, il y aura parfois au milieu un enfant qui est réellement malade, et ne pas oublier que l'obésité chez l'enfant, c'est aussi, et parfois malheureusement, des causes médicales réelles, et qu'il y a des vraies maladies, certaines génétiques, certaines non génétiques, des maladies de l'hypophyse, qui peuvent donner et se manifester par de l'obésité. Donc tout n'est pas psy dans les obésités de l'enfant, tout n'est pas comportemental dans les obésités de l'enfant, et c'est pour ça que la prise en charge est nutritionnelle et médicale est prioritaire, et que devant tout surpoids, un avis médical est à conseiller. Tout à fait, ça c'est la première chose, comme je l'ai déjà dit et que je le redis tout le temps. Je voulais juste terminer avec un entretien que j'avais eu avec une mère de famille qui a un enfant obèse et qui se fait suivre par, je pense, une diététicienne. Et moi, je lui proposais de mettre en place des groupes de partage ou des groupes de parole entre enfants du même âge, pour pouvoir justement retrouver un petit peu de nouvelles habitudes alimentaires. C'était une proposition que j'avais faite, mais effectivement, il faut toujours qu'elle soit en lien avec le milieu médical. Merci beaucoup en tout cas pour cet épisode très intéressant. À bientôt. Combien on a fait celui-là ?